Oups. Oh bon sang! Oh Belgio, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur! Mais comment tu es rentré? Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien. Tu m'as remplacé par Wally. Ah, encore cette histoire? Tu as eu le culot de me remplacer par Wally lors du dernier épisode. Dois-je te rappeler l'état dans lequel tu étais? Bon sang Belgio, tu as vomi sur la voiture de Monsieur du Brabant. Je n'y peux rien si quelqu'un a mis un truc dans mon verre. Je suis jamais malade que je bois. Tu rigoles? Le temps que je parle avec Wally, tu as affonné 2 trappistes. La seule chose qu'il y avait dans ton verre, c'est de l'alcool. Et puis même si c'était le cas, je n'apparais pas dans l'épisode sur le bunker. Oui, mais... Ni dans ton gaming live. Oui, mais t'étais pas supposé être... Ça me manque de participer aux vidéos. Ah, écoute. Si je te propose de participer à la prochaine, est-ce que tu me pardonnes? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Eh bien, dans ce cas, tu y seras. Voilà. En fait, je t'ai pas fait participer aux précédentes, car je te gardais un grand rôle pour celle-ci. C'est vrai? Oh, merci, bon adjudant. D'ailleurs, regarde, je te permets même de lancer le tout nouveau générique que j'ai fait. Super. Alors... Chers viewers, voici le 4e épisode du livre rouge de l'adjudant Tom. Yeah! Salut les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue dans ce 4e épisode du livre rouge. Et je suis de retour, et sans gueule de bois. Attention, pour cet épisode, ça va cogner fort. Sentir le roquefort? Il faudra être fort en jambes. Cela s'annonce formidable. En effet, car lors de la précédente vidéo, nous sommes allés du côté de Sedan pour vous expliquer la percée de Sedan. Ici, nous allons revenir en Belgique, le plat pays. Qui est le mien et le tien. Lors de la campagne des 18 jours, la Belgique a été envahie, je vous l'ai expliqué durant mes précédentes vidéos. Mais il y a un point sur lequel je n'ai pas trop donné d'explication, ça va être les forts de Belgique. Des forts? Mais ce n'est pas au Moyen-Âge qu'ils étaient utilisés? Pas forcément, on va y venir. Pour comprendre l'histoire et l'utilité de ces forts en Belgique, il faut remonter très loin en arrière, lors de la création de notre pays en 1830, car c'est intimement lié. Comme toi, avec ton chat. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Oh Jack petit chat! Pour vous expliquer l'histoire de notre beau pays, la Belgique, qui de mieux que notre diplomate Monsieur du Brabant pour vous expliquer cela? Oh merde, il est là lui? Ne le dis pas pour la voiture, s'il te plaît. Comment ça, ma voiture? Sais-tu quelque chose à ce sujet, Belgio? Non, rien, non, elle est très belle. En effet, c'est une Bentley. Bref, je dois donc vous parler de la naissance de la Belgique. Eh bien, quand Napoléon a perdu la bataille de Waterloo et qu'il est parti en retraite en 1815, la Belgique française devient une sorte de province hollandaise, avec la fusion entre les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies. Cette situation devient vite intenable pour les Belges, avec notamment des inégalités économiques et autoritaires. Finalement, alors que la colère grondait, notamment de la ville de Liège, c'est en août 1830, en écho à la Révolution française de juillet, que Bruxelles se soulève à la suite de la pièce La Muette de Portici, jouée au Théâtre de la Monnaie. En octobre 1830, l'indépendance de la Belgique est proclamée, et le 4 juin 1831, le premier roi des Belges, Léopold Ier, prend le pouvoir. Cependant, la Belgique est encore et surtout un pays en plein milieu du jeu de quilles des prétentions d'invasion, se trouvant entre la France, la Hollande, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ainsi, la Belgique deviendra ce qu'on appelle un État tampon. Et c'est de là notamment que l'idée des forts belges va naître. Merci beaucoup, monsieur le diplomate. La Belgique connaissait ce statut d'État tampon. Quand elle a déclaré son indépendance, elle a tout de suite fait fermer ses frontières. Ainsi, si un pays venait à les franchir, cela aurait été compris comme une invasion. Cependant, pour défendre notre pays, il faut avant tout s'en donner les moyens. C'est vrai ça. Hors de question d'être le paillasson de l'Europe de l'Ouest. La Belgique pouvait déjà compter sur ses frontières naturelles. 3 fleuves, la Meuse, l'Escaut et l'Isère, une multitude de petites rivières qui traversent notre pays, sans parler bien entendu de la vaste forêt des Ardennes. Mais était-ce vraiment suffisant? Bah oui. Enfin bon. Si tu poses la question, c'est que c'est non.
C'est certain. Mais tout va commencer à s'accélérer à partir de 1851. Dans notre pays, nous avions déjà plusieurs forts ancestraux qui étaient là, que ce soit du côté de Liège, de Huy, de Namur ou de Anvers. Mais en 1852, quand Napoléon III va prendre le pouvoir en France, on va se rappeler que finalement en Belgique, on serait quand même sacrément dans la merde si jamais les Français retentaient leur chance dans une invasion comme Napoléon I l'avait fait 50 ans plus tôt. C'est pour cela qu'un plan de défense conséquent va être mis en œuvre. C'est dans la ville d'Anvers, et on dit Anvers, que le premier fort va être construit. Malgré la volonté de vouloir protéger toute la Belgique, c'est surtout la ville d'Anvers qui sera retenue pour construire une position fortifiée. La ville à l'époque possédait un port très puissant, l'un des ports les plus influents au monde, ce qui en faisait une position de repli idéale. Ce qu'on appelle un réduit, la ville pouvait ainsi tenir un très long siège, et ce grâce à l'approvisionnement venu de la mer. Ainsi, en 1865, après plusieurs années de travaux, 8 petits forts sortiront de terre pour proposer une enceinte urbaine à la ville. Les défenses se composaient d'une première enceinte urbaine faite de remparts et de palissades, ceux-ci seront consolidés plus tard, une deuxième enceinte où se trouvaient les forts, et une troisième enceinte d'inondation. Mais la guerre franco-prussienne éclata en 1870 et on se rendit compte que l'artillerie de l'époque était capable d'envoyer des dragées à 7 km de distance. Les fortifications de la première enceinte furent alors jugées trop proches de la ville. Ainsi, selon une loi de 1870, 5 forts furent construits, 3 qui seront plus dans les terres, mais 2 qui seront placés sur l'Escaut. Leur objectif, à ces forts placés sur l'Escaut, était d'attaquer les probables navires ennemis qui voulaient remonter le fleuve. Entre 1878 et 1914, de nouveaux forts verront le jour pour entourer la ville afin de la protéger. Elle, mais aussi des objectifs tactiques, comme l'accès à l'Escaut, la ligne de chemin de fer Anvers-Bruxelles, ainsi que ce qu'on appelle les polders, en gros des zones inondables. Au total, Anvers sera protégé par 46 forts. Enfin, un peu moins, car certains n'étaient pas terminés en 1914, alors qu'un ou deux forts furent tout simplement démilitarisés. C'est qu'ils y tenaient à leur ville, les Anversois. Je peux les comprendre, avec leurs os et leurs diamants. Mais Anvers ne sera pas la seule ville belge à recevoir ces plans de fortification. 2 autres deviendront des positions très fortifiées ici en Belgique. Attends, laisse-moi deviner. Bruxelles, car c'est la capitale, et Chimay pour sa bière. Décidément, ta gadaille t'a vraiment marqué. Non, il ne s'agit pas de notre capitale, ni de nos chers moines trappistes. Il s'agit au fait de 2 villes qui représentent un très haut intérêt stratégique, la ville de Namur et la ville de Liège. Bon, il n'y a rien dans ces villes, à part du foot et du péquet. Ah bon? Et si je te parle de quelque chose de long, de bleu et d'humide? Eh bien, j'aurais envie de te parler de la Schtroumpfette, mais la vidéo risque d'être censurée par YouTube. Tu ne m'as tellement pas manqué. Mais c'est la Meuse, voyons! Le long fleuve qui traverse notre pays et qui passe en plus de ça par Namur et par Liège. Ouais, ça a du sens, ouais. Liège faisait office de véritable porte d'entrée de la Belgique à l'ouest. En outre, la cité ardente possédait plusieurs ponts qui permettaient de traverser la Meuse. Enfin, dans la région, on pouvait déjà retrouver 3 forts mis en place, la citadelle de Liège, le fort de Huy et le fort de la Chartreuse. Mais dès que le plan de fortification du général Brialmont sera lancé, différentes places fortes popperont autour de la cité ardente, et ce jusqu'en 1892. 12 forts bien armés qui garderont les portes de la Meuse. La ville de Namur est aussi un point de passage très important sur la Meuse. En outre, une rivière vient s'y jeter, c'est la Sambre, et traverser Namur permettait de traverser les 2 cours d'eau en un instant. Et donc, si on regarde sur une carte, on peut se rendre compte que les forts de Namur ont été placés là pour contrer une hypothétique invasion française, alors que les forts de Liège ont été placés là pour contrer une hypothétique invasion des Allemands. L'ensemble des fortifications autour de Namur sera créé en 1892 dans la même lignée que les forts de Liège. Il faut dire, ils se ressemblaient tous. Ainsi, au total, 9 forts entoureront la cité de Namur. Eh ben quoi? On n'est pas tranquille là? On est bien protégé? On a placé nos 3 préservatifs et wouhou, c'est parti pour le show. Ta comparaison est vraiment étrange, mais étrangement sensée. Je t'accorde un bon point. En effet, on pourrait se croire à l'abri, en sécurité derrière tous ces forts. Après tout, certains de ces forts étaient considérés comme les plus puissants en Europe à la fin du 19e siècle. Mais comme pour le préservatif,
ce n'est pas sûr à 100%. Comment ça? Les préservatifs ne sont pas sûrs à 100%? Oh mince. Je crois que je vais devoir téléphoner à pas mal de personnes. Je te donnerai un lien, ne t'inquiète pas. Alors, ces forts, au beau être bien nombreux et bien armés... Hop hop hop. Tu vas parler des canons et j'ai pas mon mot à dire? Qu'est-ce que vous faites là? Mais comment m'avez-vous entendu? Vous êtes pas sourd? Hein? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein? J'ai cru entendre parler des forts de Liège. Et comme sur les forts de Liège il y a des canons, mon sixième sens s'est activé. Oui, c'est bon, ne me racontez pas toute votre vie. Allez-y, expliquez-nous le fort de Liège, mais faites vite parce que la vidéo elle commence déjà à être longue. Le plan de fortification de ces villes a été une initiative du lieutenant général Henri-Alexis Brialmont, un architecte militaire. C'est sous ses directives que les forts seront construits selon presque la même base. Des places fortes, en béton, concentrées sur une forme de ceinture située à une distance de plus ou moins 7 km de la ville. Les troupes de défense devant se placer dans les intervalles. Ces forts sont souvent de forme triangulaire ou rectangulaire, munis de larges fossés de 6 mètres de profondeur et 8 de large. Ils sont munis que d'une seule entrée du côté de la gorge, c'est-à-dire en direction de la ville qu'ils protègent. Mais ces places fortes sont bien entendu armées. On y retrouve ainsi de puissantes pièces d'artillerie de 220 mm, les mêmes qu'utilisaient les Allemands et les Français à l'époque, des coupoles cuirassées tournantes pour les tirs de loin, les mêmes pour la défense rapprochée, et des canons de 57 mm sous casemate pour les fossés protégeaient ces fortifications. Brialmont, qui était également un fin stratège, avait positionné ses forts de façon à ce que l'ennemi soit obligé d'attaquer 3 forts à la fois. Merci, caporal. Il faut comprendre une chose, c'est que ces forts étaient considérés à l'époque comme étant les plus puissants au monde. Ils étaient supposés être imprenables. Comment ça, supposé? Ces forts sont des cadors, ils ne peuvent pas perdre. Ne me dis pas que... Oh non, pas encore. Pas encore cette histoire de la protection indestructible qui fondra au premier contact du feu d'un dragon zombie. Et oui, car là est la première erreur commise par les architectes de l'époque. Ils ont construit ces forts en se basant sur la puissance de feu déployée lors de la guerre franco-prussienne de 1870, que ce soit au niveau de l'armement de ces forts, mais surtout de leur protection, les murailles en béton. Ces murailles ont été construites sur la base des obusiers de 1870, capables de cracher des obus de 300 kg. Mais comment n'ont-ils pas imaginé que le poids des obus allait devenir de plus en plus lourd au fil des années? Alors, quand en août 1914, les Allemands sont arrivés en face de ces forts de Liège et de Namur, et qu'ils ont envoyé leurs bastos de 400 à 800 kg avec leurs grosses Bertha ou leurs canons Skoda, les défenses se sont écroulées un peu partout. Je vais pas trop vous parler de l'invasion de 1914 pour le moment, je réserve ça pour le livre noir. Je vais juste vous expliquer un petit exemple, celui du fort de Lonsin. Le fort de Lonsin, c'est un fort de Liège qui va subir un terrible bombardement de la part des grosses Bertha allemandes, ou des gros canons allemands. Et malheureusement, la soute à poudre du fort, qui contenait 12 tonnes de poudre, va totalement être explosée, ce qui va pulvériser le fort et ensevelir sous ses décombres 350 soldats belges qui vont mourir sur le coup. Une belle preuve que les forts de l'époque n'étaient pas du tout adaptés aux canons allemands. Ah oui, je crois avoir entendu parler de cette histoire dans la caserne. La coupole centrale en béton s'est soulevée avec le souffle de l'explosion et est retombée sur les malheureux en dessous. Plusieurs tonnes de béton qui se soulèvent. Cela a dû être une sacrée explosion. En effet, la puissance de feu des Allemands avait été totalement sous-évaluée par les généraux belges, et ça va forcément leur porter préjudice. Cependant, il faut quand même relativiser une chose. À l'époque, les canons allemands n'étaient pas très précis, et 60% de leurs obus vont tomber dans le jardin du voisin. La majorité des forts vont se rendre parce qu'ils vont tomber à court de munitions, de vivres, ou tout simplement parce que l'air va y devenir très irrespirable. Non. Et si. L'un des plus grands défauts de ces forts, c'était leur système de ventilation qui était soit absent, soit très archaïque. Ballot, quand on sait qu'on va devoir se battre sous terre. Il est à noter que si les forts de Liège et de Namur vont tomber très rapidement en août 1914, les forts d'Anvers, eux, tiendront jusqu'au mois d'octobre 1914. La ville va réussir à résister à 150 000 soldats allemands qui devront se battre pour prendre cette ville. 150 000 soldats allemands qui seront absents de l'armée qui se battra du côté de la Marne et qui sera repoussée par les armées françaises et britanniques. Et je rappelle à nos amis français qui n'arrêtent pas de se foutre de la gueule des Belges, c'est qu'à l'époque, la résistance héroïque des Belges d'Anvers avait été saluée partout en France.
avec notamment cette une de l'Écho de Paris qui disait « Nous, Français, nous devons aux Belges plus que de l'admiration. Nous leur devons une inoubliable reconnaissance. » Mec, c'est bon! La classe! Ils ne pourront plus nous emmerder, les camemberts. Cependant, l'échec subi par les fortifications belges lors de l'invasion de 1914 va donner du fil à retordre aux généraux. Une mise à jour drastique des forts va devoir être opérée. Ainsi, dans les années qui suivirent, une modification forte de tout ce qui est le système d'armement, de communication, l'électricité, la ventilation et le confort des forts va être opérée. On avait bien retenu les leçons de l'échec de 1914. Et si à Namur et à Anvers, il n'y a eu que des upgrades, des évolutions des forts présents, sur Liège, de nouveaux forts seront reconstruits, dont un véritable mastodonte, le fort d'Ébène et Mal. Alors lui, il faut vraiment que je vous en parle. Ça va, le caporal n'est pas là. Alors, construit en 1935, le fort d'Ébène et Mal était la clé qui permettait de traverser le canal Albert et la Meuse pour s'enfoncer dans le cœur de la Belgique. Il devait à la base être construit au 19e siècle en même temps que ses petits frères. Mais il n'en sera rien. Une terrible erreur à l'époque, étant donné que les Allemands sont passés par là pour envahir la Belgique lors de la Première Guerre mondiale. Situé au nord de Liège, sur la montagne Saint-Pierre, ce fort était considéré à l'époque comme le plus puissant d'Europe et le plus grand, si pas le plus gros du monde. Du monde? Oh, pour une fois que nous étions les champions du monde. Ce fort était construit sur la forme d'un pentagone irrégulier et recouvrait une surface de 750 mètres carrés, un record pour l'époque. En son cœur pouvait se trouver jusqu'à 1200 soldats. Fait de béton et d'acier, il était armé d'une tourelle pivotante de 450 tonnes, munie de 2 canons de 120 mm. 2 tourelles et 2 casemates armés de 3 canons de 75 mm accompagnaient ces lourdes défenses. 5 blocs et des abris défendus par des mitrailleuses assemblaient ce colosse bien emmitouflé dans des escarpentes infranchissables et de larges tranchées. Et pour se déplacer dans le complexe, plus de 3 km de galeries souterraines s'étendaient sous le fort. Le fort de Minas Tirith n'a qu'à bien se tenir. Celui-là, c'est un monstre. Tout était en place. À l'aube du 10 mai 1940, la Belgique était prête. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Car ce n'est pas l'hiver qui est arrivé, mais un printemps sanglant et destructeur. Ouais. Tu penses avoir fait suffisamment de clin d'œil de geek, là? Et le 10 mai 1940, à 4 h du matin, les Allemands lancent les hostilités. Ils envahissent la Belgique et ils attaquent directement le fort d'Ébène et Mal. Le fort constituait la clé pour entrer dans le centre de la Belgique en passant par la Meuse et le canal Albert. Mais en plus de ça, le fort se trouvait à la fois sur une position avancée et sur la position de repli de l'armée belge. Donc, une fois ce fort traversé, c'est 2 lignes de l'armée belge qui seront devenues inutiles. Malheureusement, une erreur cruciale a été commise, en plus d'avoir placé ce fort au croisement entre 2 lignes défensives belges. C'est que les fortifications construites dans les années 30 se sont basées sur la stratégie allemande de la Première Guerre mondiale. Une guerre de siège, une guerre d'usure, une guerre de position. Cependant, nous ne sommes pas au mois d'août 1914. Ce n'est pas l'armée impériale qui se présente aux portes de la Belgique, c'est l'armée de l'Allemagne nazie, avec une toute nouvelle stratégie, le Blitzkrieg. Et ainsi, le plus grand fort du monde à l'époque sera pris en un jour de combat. Cruelle désillusion. Un jour? Oh, mon fort de Golgoth, comment ont-ils fait? Ils ont laissé la porte du fort ouverte? Bon sang, soldat Jean Brandon, je t'ai déjà dit de fermer la porte du fort à clé. Et c'est encore plus cruel que ça. Ce fort était gigantesque, armé avec des canons à courte et longue portée, des casemates munis de mitrailleuses et d'épaisses murailles. C'était le top à l'époque. Ce fort pouvait résister facilement à une invasion et un siège provenant des terres d'Allemagne. Mais l'ennemi ne va pas attaquer le fort par la terre. Comment ça, pas par la terre? Tu veux dire que... Non, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Je vois que tu commences à comprendre le principe, sergent. Et oui, nous sommes en 1940. Pour les Allemands, c'est fini l'arrosage d'artillerie et l'avancée des hommes à découvert. Nous sommes maintenant dans l'ère de l'aviation. Et les Allemands ne vont pas se priver pour l'utiliser. Du tout. Reconstruisant une réplique du fort d'Ébène et Mal dans la région des Sudètes, le capitaine Koch avait remarqué que si les défenses armées du fort étaient toutes pointées vers l'horizon, le toit du fort était, lui, surtout constitué de prairies et même de terrains de football pour les soldats.
une zone presque dépourvue de défense, de fossés et de barbelés. Il s'aperçut également que très peu de défense permettait aux soldats belges de tirer à l'intérieur des forts. Et oui, le fort a été construit pour se battre contre un ennemi qui arrive de face, pas par les airs. Donc le fort n'était pas muni de défense interne. Après tout, l'ennemi peut pas s'envoler comme ça. Ainsi, pour prendre ce fort réputé imprenable, cela a été assez simple. Les Allemands ont simplement contourné les défenses par les airs. Des parachutistes, accompagnés de commandos en planeur, se sont simplement posés sur le dessus du fort, dans des zones bien moins protégées, et ils ont placé des charges explosives dites charges creuses sur les tourelles. La plus grosse de ces charges pesait quand même 50 kg et était apportée par les planeurs. Ces charges creuses étaient d'ailleurs une nouveauté à l'époque, capable de percer n'importe quel type de béton. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Lors de l'attaque, la surprise fut totale, à un tel point que le fort n'était pas prêt pour se défendre. Imaginez-vous, les soldats ne dormaient pas dans le fort, mais dans les villages aux alentours. Il fallait donc le temps qu'ils rentrent à l'intérieur du fort. Les casemates étaient donc en sous-effectif, les munitions n'étaient pas chargées, et la cerise sur le gâteau, c'est que l'alarme signalait un ennemi provenant de l'extérieur. Mais l'ennemi, il est provenu du ciel, au-dessus du fort. Un assaut mené notamment par les Fallschirmjäger. Attention! Oh, le con, c'est pas possible. Mais enfin, lieutenant Luxembourg, qu'est-ce que vous avez foutu? Pourquoi est-ce que vous parachutez comme ça dans mon appartement? Et regardez, vous avez fait un trou dans mon toit. Je n'ai pas trouvé de meilleure entrée pour expliquer les Fallschirmjäger. Oh, allez-y, expliquez au point où on en est de toute façon. Les Fallschirmjäger, ce sont en fait les unités de parachutistes allemands liées à la Luftwaffe. Et oui, contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas les Américains qui ont lancé ce concept. Les Allemands, et même les Soviétiques dans les années 30, avaient exploité le même concept de troupes aéroportées. Le mot Fallschirmjäger se divisant en deux parties, Fallschirm, parachute, et Jäger, chasseur, mais dans le sens militaire du terme. Ainsi, la première opération aéroportée de l'histoire démarra le 9 avril 1940, lors de l'invasion du Danemark. Ils renouvelleront l'expérience en Norvège et bien entendu en Belgique. À la base, l'entrée dans ce régiment était basée sur le volontariat. Après une formation, Hans recevait son Fallschirmschützenabzeichen. Son insigne en forme d'aigle d'or plongeant, portant la croix gammée dans ses serres. Le tout entouré d'une couronne d'argent, de feuilles de chêne et de laurier. Le parachutiste porte un casque spécial, le Fallschirm M M1938, qui est une version modernisée du Stahlhelm classique. Une blouse de saut est également très caractéristique de cette unité, étant donné que celles-ci devront se battre à l'arrière des lignes ennemies. En quelques secondes, la tenue prévue pour le parachutage se transforme en tenue de combat. Ces unités ayant servi au début de l'ère du parachutage de troupes, le parachute est plus rudimentaire et moins efficace que son homologue américain ou britannique. Une différence de maniabilité qui empêchait le soldat de sauter avec son arme principale et trop de matériel. Oui, le parachutiste allemand, mieux que Rambo, sautait uniquement équipé d'un pistolet et d'un couteau, son arme étant parachutée à part. Cependant, ce défaut sera corrigé à partir de 1941, lors du déploiement des troupes en Crète. Du point de vue de l'armement, les Fallschirmjäger, en tant qu'unité d'élite, avaient accès à ce qu'il y avait de mieux, surtout à partir de 1943, quand le fusil automatique FG-42, Fallschirmgewehr Sonnenfertig, leur sera attribué. Si je peux me permettre, adjudant, de faire une petite pub. Ton frère d'armes Neo 35 a fait une très belle vidéo sur l'équipement de ces unités. Merci lieutenant Luxembourg, vous pouvez disposer. Pour rajouter une couche merdique sur le gâteau de la loose dans laquelle se trouvaient les défenseurs belges, l'une des tourelles qui va être explosée par une charge creuse contenait un stock important de chaux vives, ce qui va décupler l'effet de l'explosion. Quand les commandos vont rentrer dans le fort, ils vont être confrontés à une farouche défense belge, et ce, malgré l'effet de surprise. Malheureusement, à 4h40 du matin, une majorité des défenses extérieures du fort vont être réduites au silence. Le lendemain, le 151e régiment d'infanterie avec un bataillon du génie vont arriver sur place en renfort. Mais le fort va capituler un peu plus tard, à 11h30 du matin. L'assaut a été un véritable succès. Et ce qui est incroyable, c'est que le nombre de morts, donc le bilan humain de l'assaut, reste assez faible par rapport aux destructions qui ont été occasionnées. Du côté belge, on compte une 60aine de morts pour une 40aine de blessés et 1000 soldats faits prisonniers. Du côté allemand, nous avons 43 tués et environ 99 blessés. Quelle histoire! Quel fail! On pourrait en faire un film. Oh, crois-moi que les Allemands ne se sont pas privés. La prise de ce fort qui était jugée imprenable
va servir comme un véritable coup de boost à la propagande nazie qui va pouvoir ainsi montrer au monde la puissance de son armée. Et bien entendu, ils vont en faire un film. Et la prise de ce fort d'Ebenemal va ainsi permettre à l'armée allemande de ce secteur de contourner les forts de Liège et de traverser le canal Albert et la Meuse pour entrer dans le centre du pays. La ville a été contournée par cette percée. Les forts se battront avec courage sous le terrible bombardement de la Luftwaffe, l'aviation allemande. C'est le petit fort d'Hambourg qui sera le premier attaqué le 12 mai 1940. Pour beaucoup, ils se défendront jusqu'à la fin. Souvent, ceux-ci se rendirent après avoir épuisé tout leur stock de munitions. D'autres, quand toutes les tourelles ont été détruites. Le dernier fort de Liège à tomber sera celui de Tancrémont, qui capitulera le 29 mai 1940, soit le lendemain de la reddition de la Belgique. Et le courage des défenseurs belges liégeois est vraiment à mettre en avant, comme dans le fort de Boncel, où le commandant Nouma Charlier va toujours refuser de se rendre aux Allemands jusqu'à mourir dans les combats. Durant la même période, les forts de Namur subirent également l'attaque, et ce sont ceux de Suarlé et de Mézeray qui furent les premiers touchés. La méthodologie restant la même que pour les forts de Liège, un pilonnage massif de la Luftwaffe accompagné d'artillerie pour détruire les tourelles. Les Allemands amenant carrément leurs canons de 88 mm à flanc de forteresse pour tirer à bout portant sur les défenses armées. Les canons antiaériens de la DCA allemande seront également utilisés. Cependant, presque aucun des forts ne sera pris par les armes, malgré les assauts terrestres. Tous les forts ou presque se rendant car ils n'avaient plus de munitions ou de moyens de se défendre. Les combats n'en furent pas moins violents. Par exemple, au fort de Saint-Héribert, par heure, on a compté par moment 120 tirs de canon sur les fortifications. Ce fort sera d'ailleurs l'un de ceux qui va le mieux se défendre, étant donné qu'un seul soldat belge va être tué, alors que du côté allemand, on va monter jusqu'à 129 tués pour 600 blessés, tous du 317e régiment d'infanterie allemande. La résistance belge a encore une fois été très courageuse. Pour les forts de Namur, le dernier qui s'est rendu a été le fort de Dave. Non, pas ce Dave-là, qui s'est rendu le 24 mai 1940 et qui n'a subi qu'une perte au long des combats. Je tiens à préciser une autre preuve de la valeureuse défense des Belges. C'est que ces prisonniers qui sont sortis des forts, qui ont capitulé, recevaient très souvent les honneurs militaires par les Allemands. Ces prisonniers belges qui étaient alors en partance vers leur stalag où ils vont vivre un enfer. Ce sont les meilleurs. Je suis fier de mes petits gars. Quant au fort d'Anvers, leur utilité sera moindre que durant la Première Guerre mondiale. Mais oui, à la suite de la percée de Sedan, l'armée belge va devoir se replier sur la Lys et va abandonner la ville d'Anvers. Seuls quelques forts vont subsister et continueront de tirer sur les Allemands pour couvrir la retraite belge. Oh, ce sens du sacrifice. Mais, et les Boches? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de nos beaux forts imprenables? Tu lis dans mes pensées, Belgio. Oui, quand les Allemands vont gagner la campagne de France... Oups! Spoiler alerte! Ils vont totalement réaménager les différents forts en Belgique. Certains vont être transformés en casernes, d'autres vont être transformés en dépôts de munitions, d'autres vont être la cible pour des tests de tir d'obus, alors qu'on parlait même de transformer le fort liégeois de Hologne en site de lancement de V2. Mais avec la libération des Américains, ce fort ne sera pas construit pour une base de lancement de V2, et il faut savoir qu'aucun des forts de Belgique ne sera utilisé contre les libérateurs américains. Actuellement, en 2019, ces forts possèdent des situations assez différentes. Certains peuvent encore être visités, comme le fort de Saint-Héribert, le fort des Mines, le fort de Barchon, et bien entendu le fort d'Ebenemal. D'autres ont été ensevelis après avoir été vendus, comme celui de Fléron. On en voit qui sont devenus des dépôts militaires, des stands de tir, ou qui ont été totalement démolis à cause d'essais d'explosifs comme le fort de Dave. Cependant, à Anvers, pas mal de places fortes ont été transformées en zones industrielles, en zones habitables ou tout simplement en réserves naturelles. Il y a cependant un cas beaucoup plus grave, le fort anversois de Brendonck qui va connaître l'horreur. Le fort de Brendonck sera d'abord utilisé comme une prison, avant d'être transformé en camp de concentration. À l'intérieur, sur les 3500 prisonniers, plus de 200 vont être morbidement assassinés. Le camp de Brendonck, c'est le croisement entre la torture et le sang. Par après, ce camp va être utilisé comme une plaque tournante pour alimenter certains camps de concentration en prisonniers, comme celui de Ravensbrück. Dans la prison de Brendonck, on pouvait retrouver des juifs, des prisonniers politiques, des otages et des résistants belges. Il faut savoir, c'est que ce fort sera densément surveillé. Par moment, on comptait un gardien pour 10 prisonniers. Ces forts belges
sont la preuve de notre incroyable résistance. Si on a su prouver au monde que la taille ne comptait pas grâce à nos chasseurs ardennais, nos forts ont été la preuve du niveau incroyable de nos ingénieurs militaires, dont le général Brialmont. Au début du XXe siècle, une époque où la Belgique était l'une des nations les plus puissantes au monde. Mais commettant les mêmes erreurs que son voisin français, se préparant à une guerre démodée, au lieu de se tourner vers un futur qui sera démesuré, les forts belges seront surpassés, écrasés, mais non sans avoir courageusement lutté pour notre liberté. Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. Je sens chaque centilitre de mon sang bouillir aux couleurs nationales. Merci à tous pour avoir regardé ce 4e épisode du Livre Rouge. Je tenais tout d'abord à remercier Neo035 et Fabien Campaneur pour leur participation en tant que caméo vocal. Vous trouverez des liens vers leur chaîne en description. Surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que leurs chaînes elles sont vraiment excellentes. Je tiens également à remercier mon équipe technique, la section cinéma de la base, pour m'avoir aidé à monter et à préparer cet épisode. Merci à eux. N'oubliez pas, si jamais vous aimez la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, c'est super pour mon référencement, de mettre un commentaire, et surtout ne soyez pas timide, que vous ayez aimé ou détesté, mettez un commentaire du moment qu'il est constructif, moi ça me va. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche juste à côté de vous abonner, il y a une toute petite cloche, afin de recevoir des notifications quand mes vidéos sortent. Je sais qu'elles vont sortir un peu plus lentement qu'avant, mais voilà, j'ai mon boulot qui a repris, ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Facecam. Chers viewers de première classe, vous pouvez également me suivre sur Twitter. Vous cherchez l'adjudant Tom sur Twitter, vous allez me trouver. Je vais souvent mettre des news sur ma chaîne et sur mes vidéos. C'est fini pour cette vidéo. Merci beaucoup chers viewers, rompez. Et surtout, n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Allez, salut à tous et à bientôt!